institutions. Et donc on ne reconnaît pas en eux les formes de vie sociale qui sont les plus ordinaires dans l'Europe contemporaine. Il n'y a pas de royaume, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de chef. Et ces gens-là, en plus, ont une propension à se faire la guerre entre eux, sans pour autant transformer ces guerres en instruments de conquête. Donc le motif de la guerre, ce n'est pas de conquérir des territoires, mais d'acquérir des captifs et dans certains cas de les manger. Donc c'était vraiment mystérieux. Et ce mystère se doublait d'un autre constat. Ces gens étaient aussi, au fond, à peine séparés de la nature. Soit d'une façon très positive, hein, ils vivaient des fruits qu'une nature généreuse leur dispense, soit c'était des brutes sanguinaires. Et donc, ces deux éléments, l'absence de société repérable et puis la naturalité, si je puis dire, étaient couplés. Et cette idée s'est prolongée, et au fond, c'est l'idée qu'on a eue des populations des basses terres d'Amérique du Sud, pratiquement jusqu'au XXe siècle. Et ça posait un mystère, c'était une énigme au fond. Et cette énigme m'a semblé passer par le fait que peut-être que nous faisions une erreur dans ce que nous concevions comme étant l'extension de la sphère sociale chez les Amérindiens. Et qu'il était possible que pour eux, la société était beaucoup plus englobante qu'elle l'est pour nous, qu'elle ne se limite pas aux seuls humains, mais qu'elle englobe aussi bien d'autres êtres non humains. Et c'est ce que je suis parti voir en Haute-Amazonie, chez les Achuar. Et le résultat de cette enquête, qui se présentait au fond comme une étude des formes de socialisation de la nature à l'époque, a été de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de socialisation de la nature, parce qu'il n'y avait pas de nature, parce que la plupart des êtres de la nature étaient conçus comme des partenaires sociaux, et que donc on ne pouvait pas séparer d'un côté une société déjà constituée qui aurait été en somme parachutée dans un milieu naturel et qui aurait dû s'adapter à ce milieu naturel par des moyens techniques, symboliques, etc. Alors qu'en réalité, ces sociétés, c'est l'un des résultats aussi de mes premiers travaux, de la thèse que j'ai publiée par la suite, où je montrais que la transformation profonde qui, au fil des millénaires, avait modifié la forêt dans cette région du fait des pratiques culturales des Amérindiens. Donc en fait, la forêt n'était pas sauvage, elle n'était pas vierge, elle était techniquement, hein, puisqu'elle avait été transformée au fil des siècles et au fil des millénaires par les façons culturelles des Amérindiens, et d'autre part, elle était peuplée d'êtres avec lesquels on négociait, avec qui on communiquait en rêve, etc. Donc tout mon univers, tout avec quoi j'étais venu pour essayer de comprendre cette société, s'est écroulé. Donc tous les concepts, notamment les concepts philosophiques que j'avais amenés avec moi, notamment la distinction fondamentale en anthropologie pendant longtemps, et tout particulièrement chez mon maître, Claude Lévi-Strauss, la distinction entre nature et culture n'avait plus guère de sens dans cette société. Il fallait donc trouver une autre façon de poser les problèmes. Et donc quand je suis revenu, quand j'ai fini ma thèse, qui portait précisément sur les techniques idéales et matérielles d'interaction avec les non-humains de cette société, je me suis fixé comme programme de recherche d'essayer de comprendre en quoi notre façon, à nous, Européens, Occidentaux, de concevoir le rapport entre nature et société était une exception, et quelles étaient les autres formules que d'autres peuples avaient inventées ou détectées, en somme,
pour mettre en évidence des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains. Donc c'était un programme de recherche comparative qui ne m'a pas empêché de poursuivre mes recherches d'ethnographe chez les Hatchward jusqu'à, j'y étais il n'y a pas très longtemps, mais qui supposait évidemment de fonder mon travail sur l'ethnographie des autres. D'abord de l'Amazonie, et ensuite d'autres régions qui me paraissaient présenter des affinités dans le traitement des non-humains avec l'Amazonie, c'est-à-dire les populations amérindiennes du nord de l'Amérique du Nord, de la Sibérie, de certaines régions d'Asie du Sud-Est, de la Mélanésie, etc. Et j'ai décidé à ce moment de réactiver un concept qui était tombé en discrédit, un peu poussiéreux, qui était le concept d'animisme, et dont on se sert ordinairement, par exemple dans la presse, pour, ou quand vous lisez une référence à un pays, je ne sais pas moi, Togo par exemple, on vous met une petite notice dans le journal avec le Togo, 27% de chrétiens, 18% de musulmans, 37% d'animistes, etc. Ça n'a aucun sens parce que l'animisme, ce n'est pas une religion. Et donc l'animisme tel que je le concevais, c'est une façon de percevoir justement des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains qui étaient complètement différentes de la nôtre, qui étaient même inverses de la nôtre. Pourquoi ? Parce que les Hatchward et toutes ces populations auxquelles j'avais accès ensuite grâce à l'ethnographie de mes collègues accumulée depuis un siècle, eh bien, les non-humains étaient perçus comme dotés d'une intériorité, d'une subjectivité, qu'on pouvait communiquer avec eux lors des rêves, on pouvait leur adresser des messages, etc., etc. Et par ailleurs, chaque forme de vie, et ça va au-delà de l'espèce d'ailleurs, chaque forme de vie était dotée de capacités physiques singulières qui lui permettaient d'avoir accès à des mondes particuliers. Et ces mondes n'étaient que partiellement coïncidents. Et donc c'est le génie de l'animisme que d'avoir fondé la possibilité de coexistence entre des formes de vie différentes, non pas sur les dimensions physiques, c'est-à-dire, elles existent, hein, c'est la prédation, c'est la forêt amazonienne, c'est une grande chaîne trophique, tout le monde mange tout le monde. Et donc, mais tout le monde mange tout le monde, mais pas dans les mêmes niveaux trophiques, si je puis employer cette expression. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces d'oiseaux qui volent très haut au-dessus de la canopée, qui ne rencontreront jamais des poissons, des fosses, des profondeurs. Mais en revanche, toutes ces formes de vie qui vivent dans des mondes différents et qui ont des aptitudes physiques différentes peuvent communiquer par l'intermédiaire d'une sorte de subjectivité généralisée auquel les humains ont accès dans les rêves en particulier. Et ça, c'est évidemment l'inverse de notre système à nous, dans lequel seuls les humains ont une intériorité, une âme, un esprit, etc. Et en revanche, leur corps ne se distingue pas du corps des autres animaux et d'une façon générale est gouverné par les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Et c'est une idée qui se met en place, disons, approximativement au XVIIe siècle dans les grands textes philosophiques. Donc, cette première opposition n'était pas complètement satisfaisante parce qu'il y avait d'autres formes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains qu'on pouvait repérer dans d'autres régions du monde. En particulier, l'une d'entre elles qui a beaucoup suscité la curiosité et la perplexité des grands savants depuis le début du XXe siècle est le totémisme australien. C'est-à-dire l'idée que des groupes composés d'humains et de non-humains partagent des qualités morales et physiques qui vont les distinguer d'autres groupes d'humains et de non-humains partageant d'autres qualités morales et physiques, lesquelles qualités morales et physiques viennent d'un prototype, alors qu'on a appelé longtemps totem, qui, à l'origine, a laissé
dans des sites, des sortes de semences d'individuation ou d'identité, si vous voulez, qui vont depuis s'incorporer de façon très physique d'ailleurs dans le corps des humains et des non-humains qui composent chacune des classes. Donc c'est très curieux comme système, c'est contre-intuitif parce que ça annule les différences de forme qui pour nous sont très importantes dans la tradition européenne, depuis Aristote en particulier. Et la dernière formule, je l'ai appelée l'analogisme, parce que la pensée analogique y joue un rôle très important. Et l'analogisme, c'est l'idée que le monde est composé d'une multiplicité d'états, d'êtres, de formes, de situations, d'événements qu'il faut pouvoir relier, qui sont tous différents, donc un univers très disparate, qu'il faut tous pouvoir relier par des chaînes de correspondance. De sorte que on pourra dire que l'homme est à la femme comme le soleil est à la lune, comme l'est est à l'ouest, comme le noir est au rouge, etc. Et on trouve des systèmes de classification cosmologique de ce type-là qui sont très communs, avec des chaînes transitives de correspondance comme ça, très très étendues. Donc l'analogisme, c'est un système qui est très répandu dans le monde, qui était notre propre passé et qui transparaît encore dans beaucoup de nos pratiques contemporaines, hein, mais qui a été dominant jusqu'à la Renaissance en Europe et qu'on trouve dans une partie de l'Afrique, qu'on trouve en Extrême-Orient, qu'on trouve en Inde, qu'on trouve dans les hauts plateaux du Mexique et des Andes, etc. Donc ces quatre modèles, enfin, qui ne sont pas des boîtes pour y ranger les sociétés, hein, ce n'est pas un classeur à société, ce sont des modèles qui permettent de comprendre des différences entre des manières de percevoir et de détecter, d'actualiser, disons, des discontinuités entre humains et non-humains. Ce ne sont pas des visions du monde, hein. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que chacun d'entre nous est capable, au fond, en tant qu'individu, de se composer un monde qui lui est propre, avec une sorte de mobilier qui lui est propre, en détectant des choses pertinentes ou pas dans son environnement. Et le fait que beaucoup d'entre nous partagions ce même mobilier vient du fait que nous avons été élevés dans des circonstances analogues, nous avons subi une socialisation identique, nous partageons une même langue, etc. Et donc ce qu'on appelle une culture, c'est la superposition de ces mondes individuels qui ont été forgés par des schèmes à peu près ou des principes directeurs du même ordre et qui nous ont conduits à penser que dans le monde, il y a des choses importantes pour nous, comme par exemple que les humains sont à part des autres êtres, bien, ou que les humains sont pas très très différents des autres êtres du point de vue de leur dimension physique, etc. Voilà. Et ce projet, je l'ai actualisé dans le livre Par-delà nature et culture que vous tenez à la main, et qui est un gros livre déjà, qui essaye de montrer quels sont ces différents modèles au fond, encore une fois, de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains. Alors, pour en venir justement à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les formes du visible, c'est un livre incroyablement érudit, très, très ambitieux, alors à plusieurs égards, mais au premier titre, c'est qu'effectivement, ce que vous venez d'expliquer, ce que vous appelez les ontologies, vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi ce mot pour décrire ces quatre modalités, hein, animisme, totémisme, analogisme et naturalisme. Vous avez finalement continué ce travail-là en disant finalement cette partition des possibilités de rapport au monde, je vais essayer de voir ce que ça donne, de tester cette hypothèse dans le monde des images. Oui. De la production, alors des images, il faut dire tout de suite, de la production des images, de leur réception. Et juste pour faire la transition, et ça vous sera l'occasion de m'expliquer pourquoi vous avez choisi l'iconographie comme prolongement naturel de ce travail. Je vous cite dans Par-delà la nature et la culture, une scène tout à fait
stupéfiante, moi qui m'a vraiment arrêté. Vous citez Linhart, donc qui est un anthropologue qui se trouve en Nouvelle-Calédonie et qui est face à un vieux Calédonien, qui discute des problèmes d'acculturation liés à la scolarisation des jeunes de la tribu par des missionnaires religieux. Et donc il lui dit, en somme, c'est la notion d'esprit que nous avons portée dans votre pensée. Et lui, d'objecter, l'esprit, vous ne nous avez pas apporté l'esprit. Nous savions déjà l'existence de l'esprit. Nous procédions selon l'esprit. Mais ce que vous nous avez apporté, c'est le corps. Alors moi, ça m'a tout à fait interloqué, parce que c'est complètement contre-intuitif par rapport à l'idée qu'on se fait nous-mêmes du christianisme. Et j'en viens à la question de l'image, puisque l'iconographie, alors pour le coup catholique, enfin chrétienne au sens général plutôt, est obsédée et hantée par la question de la représentation du corps. Donc voilà, je vous laisserai librement commenter pour rentrer dans notre affaire des formes du visible cette anecdote. Alors, il faut ajouter que Linhart, c'était un grand anthropologue, mais c'était aussi un missionnaire protestant. Il y avait beaucoup de missionnaires protestants en Nouvelle-Calédonie. Linhart avait été l'étudiant de Marcel Mauss, c'était un phénoménologue d'ailleurs. Et un peu naïvement, il considérait qu'en tant que missionnaire, lui et surtout ses collègues, parce qu'il a très peu converti d'une certaine façon, avaient apporté l'idée chrétienne de l'âme. Alors que ce que répondait Boezou, son ami et informateur kanak, c'est non, vous avez apporté l'idée d'un corps qui soit quelque chose de constitué déjà et indépendant au fond d'une intériorité quelconque. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, en particulier dans la tradition mélanésienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça mériterait de très longs développements ethnographiques et ma gourmandise pour l'ethnographie pourrait me mener un peu trop loin. Mais la question que pose en effet cette réponse, c'est que une façon de percevoir la manière dont d'autres peuples, d'autres civilisations détectent des éléments saillants dans le monde, c'est non seulement bien sûr ce qu'ils en disent, et c'est ce que j'ai fait dans Par-delà nature et culture. Je me suis fondé sur des textes, je me suis fondé sur des récits rapportés par des ethnographes, je me suis fondé sur des mythes, sur des formules rituelles, sur des traités philosophiques, sur des traités médicaux, etc., etc. Mais c'était toujours des discours. Et je me suis dit, si les propositions que je fais sont pertinentes, on devrait pouvoir repérer ce même genre de formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains dans les images. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'intéresser aux images pour, dans un premier temps, et de façon, au fond, assez classique, comme le font tant les historiens de l'art que les ethnologues qui s'intéressent aux images, voir ce que les gens en disaient. Et donc, opérer en quelque sorte une première sélection, travailler sur les images, c'est un peu de la folie quand même, parce que la quantité d'images produites dans le monde depuis 80 000 ans qu'on figure est absolument inimaginable. Mais il fallait opérer un premier tri. Et ce premier tri, je l'ai fait en regardant ce que les populations dont je m'étais servi dans Par-delà nature et culture pour définir ces quatre ontologies, c'est-à-dire ces quatre formes de composer un mobilier du monde, disaient eux-mêmes des images. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors évidemment, le projet a évolué par la suite, mais on va peut-être en parler justement. Alors, ce qui est fascinant dans le travail que vous nous apportez, c'est qu'effectivement, c'est de regarder presque un catalogue de toutes ces images. D'ailleurs, le titre qui était les formes du visible, et on aurait pu rajouter un sous-titre aussi sur les formes de l'invisible, parce que l'idée est que de regarder ce qui se produit et comment on le perçoit. Alors, je vais comme une citation qui m'avait marqué, qui peut-être pourrait introduire une forme d'explication. Vous racontez un ethnologue qui interrogeait un chantal du sud de l'état de Oaxaca, je ne sais pas où c'est, sur ce qu'il pensait des animaux dont la connaissance est inutile aux humains, s'entend y répondre, il complète le monde. Et vous rajoutez,
on pourrait dire autant des images. Donc déjà, première question, est-ce que l'image est vraiment un complément du monde? Et j'en pose une deuxième, parce que c'est tout le travail incroyable de votre livre, c'est de se dire, eh ben, les images, c'est même un mot que vous employez, c'est-à-dire la figuration, c'est un langage à part qu'il faut regarder en tant que tel. Alors là, on a besoin d'un peu d'explication. Alors, les images complètent le monde, sans doute, parce que les images, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de rendre visibles des choses qui ne sont pas. Alors, soit c'est des choses empiriques, c'est des choses qui ne sont pas présentes. Je pense à mon chat que j'ai déjà vu et qui est à côté, et puis je le figure sur une feuille de papier. Mais ça peut être aussi des divinités, ça peut être des esprits. Et de fait, la plupart des images avant le XVe siècle en Europe, je ne dis pas toutes, mais la plupart, dans le monde, sont des images rituelles. Ce sont des images qui rendent présents soit des divinités ou des esprits, soit plus difficiles à mettre en évidence, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, une forme d'ossature du monde. Et comment est-ce que cette figuration s'opère? Elle s'opère à partir de processus visuels, de mécanismes visuels. Alors j'en montrerai quelques-uns tout à l'heure avec des images, mais il est très frappant, par exemple, de voir que notre propre façon de figurer, celle qui se met en place au XVe siècle en Europe, je pense pour l'essentiel, dans un premier temps dans le monde flamand et dans le monde toscan, a comme caractéristique deux choses qui sont d'une part l'imitation de la nature, c'est-à-dire précisément représenter des êtres et des choses dans un espace coextensif où elles paraissent se situer de la même façon que dans la vision humaine. Ça nous paraît tout naturel. Ça nous paraît tout naturel quand on regarde les premières peintures de Van Eyck ou des grands flamands de cette époque. Mais en réalité, on ne faisait pas ça avant. Et on ne faisait pas ça ailleurs. Donc ce qui nous paraît comme étant une trouvaille, et qui s'est manifestée en particulier par l'invention de la perspective par les Toscans, la perspective linéaire, c'est-à-dire l'organisation de l'espace visuel à partir du regardeur construit à partir d'une géométrie projective. Cette chose-là, c'est une trouvaille, ce sont des trouvailles, mais ce sont aussi des façons complètement nouvelles et différentes de figurer des choses. Or, quand on regarde les autres façons de figurer, on s'aperçoit par exemple que ce point de vue de l'émulation de la vision humaine est quelque chose d'original, parce que partout ailleurs, presque partout ailleurs, on a tenté, et réussi à mon sens, de montrer des perspectives différentes sur un même être ou des êtres ou des collections d'êtres, etc. Autrement dit, on n'a pas essayé d'émuler la vision humaine. Ce qui nous paraît comme le réalisme. On peut implicitement ou naïvement considérer que la peinture occidentale, c'est une sorte de perfectionnement des techniques qui aboutit à une façon de plus en plus réaliste de figurer les choses. Mais cette façon réaliste, en réalité, c'est une façon illusionniste. C'est-à-dire, elle vise encore une fois à imiter le plus étroitement possible la vision humaine. Ailleurs, on a essayé de figurer des êtres et des choses en faisant ressortir des qualités qui n'étaient pas visibles. Et ces qualités qui n'étaient pas visibles, ça pouvait être des qualités physiques. Alors, un des exemples classiques, c'est dans les peintures de la côte nord-ouest du Pacifique de l'Amérique du Nord. C'est ce qu'on a appelé la représentation dédoublée, c'est-à-dire tout simplement la technique qui consiste à déplier les deux
profil d'un être le long d'une ligne médiane imaginaire et qui, vu de face, a l'air vu de face, mais en réalité, c'est simplement les deux côtés qui sont accolés l'un à côté de l'autre, et ça se voit parce qu'il y a une entaille sur le front qui est le début, en quelque sorte, du décollement des deux côtés. Et puis il y a des formes qui sont beaucoup plus élaborées, de décomposition en quelque sorte des êtres. Et l'idée que Franz Boas, qui est un des pionniers de l'étude de la côte nord-ouest et des réflexions sur les arts non occidentaux, Boas avait déjà souligné, penser que le réalisme, c'est-à-dire l'imitation de la vision, est la forme la plus élevée de reproduction du réel, est un peu naïf, parce qu'on peut penser que d'autres formes qui font ressortir la vérité d'un être en présentant plusieurs de ses facettes ou plusieurs de ses qualités est aussi une façon tout à fait légitime et réaliste de le dépeindre. Donc dans ce livre, j'ai voulu montrer la figuration, non pas, c'est pas un livre sur l'art, c'est un livre sur la figuration, c'est-à-dire sur cette façon de faire advenir le visible, de rendre visible ce qui est invisible, et quelquefois ce qui est difficilement formulable. Et je l'ai développé autour de 3 axes principaux, qui sont un axe ontologique, donc c'est un terme philosophique, effectivement, mais ça veut dire tout simplement, l'ontologie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mobilier du monde, c'est-à-dire c'est ce qui pour un collectif ou un ensemble de collectifs est pertinent. Et ces 4 modèles que j'ai évoqués tout à l'heure sont autant, disons, j'allais dire, de plans, de bleus en quelque sorte, pour employer un terme d'architecture, de ce que peut être le mobilier d'un monde pour des collectifs qui sont différents d'une autre. Donc il y a cet aspect-là, ça veut dire... Alors, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que montrent les images? Qu'est-ce que montrent les images? Est-ce qu'on a des êtres avec un environnement, en interaction avec d'autres êtres? Qu'est-ce qu'on montre d'eux? Est-ce qu'on les montre de face? Est-ce qu'on les montre de profil? Est-ce qu'on les montre dépliés, etc., etc. Donc toutes ces choses-là entrent en ligne de compte, et on en verra des exemples tout à l'heure. Le deuxième aspect est formel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière de construire l'espace visuel joue un rôle très très important, en particulier en 2 dimensions. Et donc l'émulation de la vision humaine, la perspective linéaire, qui ont constitué jusqu'au cubisme les principes directeurs de la construction de l'espace visuel en Europe, sont en fait des formes visuelles qui sont très peu, quasiment inexistantes ailleurs. Et puis la troisième, sur laquelle je voudrais un peu insister maintenant, c'est la puissance d'agir des images. On a tous eu à un moment ou à un autre le sentiment qu'une image nous faisait signe, qu'elle était quasiment vivante, qu'elle évoquait en nous quelque chose de profondément affectif, qu'on pourrait entamer un dialogue avec elle, etc., qu'elle soit en 2 ou en 3 dimensions d'ailleurs. Et c'est une idée que les historiens de l'art ont commencé à contempler il n'y a pas très longtemps. Alors il y a eu des pionniers comme Aby Warburg en Allemagne, mais au fond cette idée que les images peuvent être des agents de la vie sociale, qu'elles ont une puissance d'agir, c'est une idée qui a été développée plus récemment par des historiens de l'art comme David Friedberg aux États-Unis et Horst Bredekamp en Allemagne, ou Hans Belting en Allemagne aussi, et aussi par un grand anthropologue qui s'appelle Alfred Jelm, trop tôt disparu malheureusement, un Anglais. Et donc cette idée me paraissait importante à développer, mais il me semblait aussi que la puissance d'agir des images
c'est pas quelque chose qu'elle porte en elle-même intrinsèquement, si je puis dire. Elle se manifeste dans des circonstances particulières, par des mécanismes particuliers et dans des réseaux où on les accueille qui sont eux-mêmes particuliers. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre. J'ai voulu montrer qu'à chacune des 4 grandes formes ontologiques, des 4 grands régimes figuratifs, correspondaient des formes d'activation des images différentes. Pour prendre un exemple tout simple, la puissance d'agir des images qui nous sont les plus familières, celles qui précisément naissent en Europe au XVe siècle, c'est le mimétisme, c'est l'imitation. Et c'est d'ailleurs cela, c'est la caractéristique des images réussies. Alors ça date, c'est plus ancien, puisque c'est dans la philosophie grecque, l'esthétique a mis l'accent sur cet aspect-là. Et cette imitation, elle tient au fait que la ressemblance est si saisissante qu'à certains moments, on est trompé. Et c'est cette illusion, au fond, qui compte et qui va donner la puissance d'agir aux images. Dans le monde animiste, où les images en 2 dimensions sont beaucoup plus rares, ce sont des images en 3 dimensions, ce qui importe, c'est de rendre perceptible la présence d'entités qui sont généralement invisibles, qui sont des esprits. Et donc on fait ça avec des corps humains ornés, assez souvent masqués, dans des circonstances rituelles. Et la puissance d'agir de ces images, elle vient précisément de l'animation qui leur est donnée par les danseurs qui la portent dans des circonstances rituelles où il y a une effervescence, une densité affective et sensible aussi, très puissante, et qui conduit, on va en voir des exemples, qui conduit effectivement à un certain moment à ne plus savoir faire la différence entre le danseur masqué, parce qu'on sait que c'est un danseur masqué, et en même temps l'esprit qu'il rend perceptible. Et puis, juste un dernier cas, parce qu'il est très différent d'activation des images. On peut aussi activer les images en faisant comme si elles étaient des personnes. Comme si. Alors, c'est un peu différent de l'animisme, c'est-à-dire l'exemple classique, c'est l'Inde, dans lequel les divinités hindoues sont traitées comme si elles étaient des personnes. C'est-à-dire on va les lever et les coucher, on leur met un bonnet de nuit pour qu'elles dorment bien, on les nourrit, on les promène, etc. Et ce traitement comme si finit par leur donner une puissance d'agir que les dévots ne confondent pas avec l'image inerte de la statue, en somme, mais en même temps voient la statue comme porteuse, en quelque sorte, de cette puissance d'agir de la divinité qui, par certains moments, peut l'animer. Donc voilà, ces trois, il y en a d'autres, hein, c'est des formes d'animation des images, mais au fond, ce que je voulais dire, c'était que la figuration m'intéresse sous ces 3 aspects-là. Alors, vous venez de le dire en parlant des corps peints, et puis notamment, on ne l'avait pas précisé au départ, effectivement, nous, un peu bêtement, quand on entend l'image, on pense évidemment à image en 2 dimensions, image picturale. Le catalogue, le répertoire iconographique dont vous parlez là est multiple, et ça va effectivement des masques, des peintures sur le corps, et l'incroyable profusion de ce que vous mettez sous le terme d'image est des fois presque à la limite de ce qu'on intuitivement appelle l'image. Donc c'est vraiment finalement toute forme rendue visible par quel artefact que ce soit, qui sort de la perception naturelle, pour le dire très vite,
l'histoire de l'art, et puis peut-être la première ethnologie, a souvent, sur la question des masques notamment, puisque c'est vraiment la grande affaire, notamment chez les surréalistes et bien d'autres, a beaucoup fasciné les historiens d'art. Votre travail, je trouve particulièrement intéressant, justement, à travers vous, l'anthropologie très sérieuse que vous faites sur l'usage en fait des masques, de façon l'usage visuel et rituel des masques, de déconstruire l'idée qu'on en a un peu d'amateur d'art purement esthétique ou comme objet de collection. Sur la question des masques, est-ce que vous pouvez juste faire parce que évidemment ça a été une très grande mode européenne, l'affaire des masques. Alors il y a une profusion incroyable, il n'y a pas un genre de masque, mais est-ce que vous pouvez faire un point là-dessus, parce que c'est quand même, on a tous en tête effectivement, il suffit d'aller au Quai Branly pour se rendre compte. Oui. Peut-être avant de passer au masque, je voudrais dire quelque chose sur le rapport entre au fond, l'expression par le discours de ces ontologies, notamment du naturel, ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire de notre propre ontologie, qui, je l'ai dit, commence à être perceptible dans les textes à partir du XVIIe siècle, et le fait que ça vient beaucoup plus tôt dans les images. Il y a un côté de préfiguration dans les images, parce que les images excèdent toujours ce qu'on peut en dire, et quelque chose s'est passé dans les ateliers des peintres en Flandre et en Bourgogne et en Toscane à un certain moment, qui fait qu'un monde nouveau a été exposé à nos yeux, aux yeux de quelques-uns en tout cas, à qui ces images étaient destinées, avant que ce monde nouveau ne soit thématisé, problématisé, conceptualisé plus tard dans des images. Et je reviens donc à l'affaire des masques. C'est ce qui s'est passé aussi avec la partielle désagrégation du naturalisme dans les images, qui évidemment est le produit du cubisme. Le cubisme a tourné le dos à la figuration d'un seul point de vue et à l'émulation de la vision humaine d'un seul point de vue pour fractionner les corps, les objets en différentes facettes, de façon à obtenir la plupart du temps un effet cinétique. Mais le résultat, c'est que ce privilège donné à un seul point de vue, qui était caractéristique de celui du naturalisme, c'est à partir de ce moment-là désagrégé. Alors on a beaucoup insisté sur le rôle des masques, justement, dans ce processus de bouleversement profond qu'a traversé la peinture moderne à cette époque. Je crois que, et je reviendrai au masque ensuite, mais je pense que c'est important à préciser. Et c'est vrai qu'on trouvait des masques africains et océaniens pour l'essentiel dans la plupart des ateliers d'artistes, tous ces grands artistes, de Braque, de Picasso, de Derain, etc. Mais une phrase de Derain, justement, qui avait visité la collection ethnographique du British Museum, dans une lettre, il dit, alors il dit son admiration devant cette profusion de formes plastiques, mais il dit cette chose très importante, il dit « Ces formes, je les avais déjà toutes en moi. » Je les avais déjà toutes en moi. Autrement dit, ce qui s'est passé avec la révolution de la peinture contemporaine, c'est que les artistes, d'une certaine façon, se sont désinhibés. Les contraintes formelles de la figuration naturaliste ne sont plus apparues comme nécessaires, et ce qu'ils portent, et de la même façon que pour l'art brut, de toute façon, ce qu'ils portaient en eux, les intuitions non naturalistes, animistes si vous voulez, ou analogistes, ou tout ce que vous voulez, ont affleuré à la surface des toiles, ont affleuré sous le ciseau du sculpteur. Et ça, c'est la grande nouveauté. Alors ces masques, au fond, donc, ils étaient plutôt des déclencheurs que des modèles. Mais ils ont joué un rôle important, sans aucun doute, et notamment dans les collections ethnographiques, et notamment dans le développement d'un marché de l'art. Mais
de ce fait, ils ont eu tendance à propager l'idée que tous les masques étaient une forme analogue, identique, de produire ou de dire quelque chose. Ce qui est faux. Les masques diffèrent beaucoup en fonction des circonstances où on les utilise, en fonction, évidemment, bien sûr, de leur caractère plastique, etc., en fonction des rituels où on les opère, où on les rend actifs. Et donc, il n'y a pas une catégorie générale du masque. Ce serait comme de dire il y a une catégorie générale de la sculpture, mais ce n'est pas beaucoup plus pertinent, ou une catégorie générale de la peinture, mais ce n'est pas beaucoup plus pertinent, ou une catégorie générale du tatouage, mais ce n'est pas beaucoup plus pertinent. Les raisons pour lesquelles on se tatoue sont très différentes, les formes des tatouages sont très différentes. Donc c'est cette habitude qu'on a prise et qui est très liée au fond au développement de l'anthropologie en Europe, qui s'est produit quand même en premier lieu dans les musées comme une science qui visait à mieux classer les objets. Avec le colonialisme et les pillages coloniaux, des quantités énormes d'objets sont arrivés en Europe, dont on ne savait pas très bien quoi en faire. Et donc l'anthropologie, au fond, devait permettre de classer les objets de façon plus rationnelle et plus scientifique. Et on les a un peu classés, comme dans les musées des Beaux-Arts, en fonction de leur forme générale. Donc il y a un département des sculptures dans les musées des Beaux-Arts, il y a un département des peintures. D'une certaine façon, il y avait un département des masques. Et puis ensuite, ça a changé, puisqu'on a classé les musées d'ethnographie en aire culturelle, c'est-à-dire en région géographique et plus en forme. Mais cette idée est restée du masque comme un universel. Il faut qu'on accélère. Non, mais c'est très bien, parce qu'on ne va pas tarder à passer au diaporama. Quand on lit votre livre, c'est presque un aspirateur à regarder les images du moment, de celles qu'on vit. Et il y a tellement d'exemples de cette diversité que vous nous renvoyez. Alors effectivement, tout d'un coup, on se met à faire des associations d'idées. Et d'ailleurs, dans le livre, vous nous montrez à quel point que ces ontologies, ces quatre catégories deviennent au fil du temps de plus en plus poreuses. Et d'ailleurs, dans un monde globalisé, comment ne pas l'être? Alors, je vais prendre deux cas naïfs et pour voir si vraiment, comment se jouent les continuités. Il y a une tribu, mais vous allez nous éclairer, j'ai déjà oublié le nom, qui peint son corps comme les animaux qu'ils vont chasser ou qu'ils vont essayer de comprendre l'âme. Alors tout d'un coup, ça va en dire long sur ma culture. Je me suis dit, tiens, on a l'impression que c'est un des super-héros de Marvel, ça ressemble à l'homme araignée Spider-Man. Est-ce qu'on est dans cette prolongation? Une autre, beaucoup plus intéressante, c'est l'imagerie médicale. À un moment donné, vous partez de l'image, enfin vous partez pas, mais vous arrivez à l'imagerie médicale, comment on donne des couleurs au cerveau pour comprendre évidemment le diagnostic potentiel, et on voit les ramifications que ça a de certaines tribus qui essayaient de regarder ce qui se jouait à l'intérieur des corps, que ce soit humain ou non humain. Donc ma question, elle est que, effectivement, dans la profusion que nous avons des images, est-ce qu'il y a des ruptures, on est dans des continuités, ce que nous vivons à la rigueur comme image actuellement, est-ce qu'elles viennent de ces profondeurs de l'humanité que vous nous décrivez? Autre vaste question, mais la première partie sur la question du camouflage, si je puis dire, ou du mimétisme, je vais y répondre en commentant précisément l'une de ces images. Je pense que ça sera plus simple. Et je pense que bien sûr, il y a des hybridations. Il y a des hybridations structurelles, par exemple. J'analyse dans ce livre une société de la côte nord-ouest qui s'appelle les Tsimshian, qui sont à la frontière de la Colombie-Britannique et de l'Alaska, qui font des images à la fois totémiques et animistes. Et le paradoxe apparent, c'est qu'elles représentent les mêmes choses, c'est des esprits animaux. Mais elles sont faites par des imagiers différents, elles sont faites dans des médiums différents, elles sont utilisées dans des contextes rituels différents, associées à des récits différents, etc. Et donc, c'est pas du tout les mêmes images, même si, en première approximation, elles paraissent relever en quelque sorte d'un même
d'un même ensemble. Mais je pense que les images, quand j'ai suivi, pour répondre à la question sur l'imagerie cérébrale, quel est le paradoxe de l'imagerie naturaliste? Au fond, on a deux caractéristiques du naturalisme. C'est l'intériorité, la subjectivité des humains, d'une part. D'autre part, le fait que ce sont des organismes, des machines soumis à des lois, etc. Et d'un certain point de vue, le deuxième élément devrait annuler progressivement le premier. Et c'est ce qui s'est fait philosophiquement, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les neurosciences et en philosophie le programme naturaliste, ou le programme de naturalisation, c'est-à-dire la volonté par les neurosciences et par certains philosophes de montrer que la conscience n'est qu'un effet de processus purement physique, et donc que l'intériorité est un mythe, comme dirait Jacques Bouvresse. Ce mouvement, qui a commencé dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais dont j'essaye de montrer qu'il a des prodromes avant, hein, dans la peinture, notamment dans la peinture hollandaise. Lorsque l'on regarde le comble de l'objectivité dans les images, à savoir la neuroimagerie, par la tomographie par émission de positons, hein, qui nous montre des images du cerveau en action, dans certains types de tâches, eh bien on s'aperçoit qu'il y a toujours une part néanmoins de subjectivité, puisque les résultats de la tomographie par émission de positons, qui sont des scans comme ça par strate, ce sont des résultats numériques, et les images sont la transformation de ces résultats numériques avec des choix de couleurs et de contrastes qui sont faits par l'imagier, si je puis dire. Et donc, au fond, l'image, elle sert à appuyer un raisonnement. Quelquefois, elle sert à détecter, bien sûr, des troubles, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'étudier un fonctionnement du cerveau, elle sert à appuyer un raisonnement en fonction des choix qu'on va faire de contraster et de colorer de telle ou telle façon l'image. Et donc, l'objectivité, le principe d'objectivité qui voudrait, et qui en science veut que le point de vue subjectif de l'observateur se dissipe peu à peu et soit annihilé par le caractère technique et automatique, en somme, des descriptions que l'on donne, subsiste même dans cet aspect. Je m'adresse à la technique. Donc on va vous proposer, Philippe Descola va vous proposer un diaporama et on va matérialiser ou illustrer une partie de cette conversation. Alors, c'est à vous. Peut-être me lever pour, en essayant de ne pas être devant l'écran pour ne pas vous boucher la vue. Ça va, vous voyez tous, oui. Enfin, vous voyez ce qu'il sera à voir. Quand un meuble fait quelque chose. En attendant, si effectivement le temps que ça se lance, là-bas, moi j'avais une question un peu générale et conclusive par rapport au travail de la continuité entre part de la nature et culture et puis les formes du visible. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est que la question politique qui est un peu latente et sous-jacente dans ce travail-là, puisque l'objet c'est vraiment la figuration, finalement ne pourrait pas trouver son prolongement avec toujours cette grille de lecture des 4 ontologies dans un travail proprement politique sur les formes du pouvoir, par exemple. Mais vous y répondrez. Ça oblige une réponse courte parce que les images arrivent. Mais vous pouvez répondre après. Oui, éventuellement. Je ferai. De toute façon, je comprends qu'il y aura des questions du public aussi. Donc, c'est des questions qui peuvent certainement, peut-être. Si le public le souhaite, et en tout cas, qui pourront être discutées avec le public.
Alors ça, c'est un masque, donc on est en régime animiste, hein, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un masque Yup'ik, c'est d'une population de langue esquimau de l'Alaska, dont les masques ont cette caractéristique qu'ils figurent donc un animal, un esprit animal de façon très reconnaissable, c'est un renard, on le voit bien. Donc ça, c'est la dimension de l'intériorité de l'esprit, de la physicalité, si vous voulez, de sa corporéité. Et l'intériorité de l'esprit est figurée par un petit visage humain qui est inséré dans le front. Le visage humain n'étant pas un humain déguisé à l'intérieur de l'animal ou qui viendrait affleurer, mais étant le signe de la subjectivité de ce masque tel que... alors c'est un procédé qui a été beaucoup utilisé par les Yup'ik. Oui, alors image suivante, voilà. Et de façon quelquefois extrêmement économique, puisque là, l'intériorité, le visage humain, en fond, est suggéré par le fait que l'on voit bien que c'est un masque, puisqu'il est porté avec les deux yeux en haut et la tête de l'oiseau aquatique en bas. Donc c'est une façon subtile et très économique, au fond, de combiner cette manifestation de l'intériorité et de la corporéité de l'esprit animal. Donc c'était porté par des danseurs qui, dans certains cas, étaient presque dénudés. Donc il n'y avait pas d'illusion. Il ne s'agissait pas d'imiter. Je reviendrai tout à l'heure sur on ne s'agissait pas d'imiter un animal ou une araignée. Il s'agissait de le rendre présent par le corps du danseur. Image suivante. Alors là, c'est un dispositif très, très classique aussi pour produire ce résultat. C'est ce qu'on appelle des masques à transformation, qui sont très communs dans toutes ces civilisations de la côte nord-ouest du Canada. Ce sont des masques à volets et dont l'extérieur représente en général un animal, donc c'est un esprit animal, et qui, dans le rituel, à un certain moment, les volets peuvent être écartés et révéler un visage humain qui est la manifestation précisément de l'intériorité de cet esprit animal. Alors, il faut imaginer que ces choses-là se faisaient dans des grandes maisons communes avec des dispositifs scéniques. Il y avait toute une mise en scène. Hein, c'était le problème des masques aussi que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on les voit maintenant dans des vitrines, dans des musées, alors que c'était des puissances d'agir agies par des humains dans des contextes sonores, sensibles, sensuels, olfactifs, avec de la musique, etc., qui disparaissent complètement dans les vitrines des musées pour faire ressortir à peu près exclusivement leur caractère plastique, et qui peut, dans certains cas, peut être très réussi. C'est le cas ici, par exemple. Image suivante. Alors, une façon très efficace de combiner le caractère duel de ces esprits animaux, c'est-à-dire leur intériorité et leur aspect physique, c'est tout simplement la division latérale. Vous avez donc un renard, une face de renard sur la partie droite, et c'est cette intériorité humaine sur la partie gauche. Et ce mécanisme visuel est intéressant parce qu'il joue sur la commutation, qui est un élément c'est le mécanisme visuel principal. Je parlais tout à l'heure des mécanismes visuels de la figuration dans chacun de ces régimes figuratifs. La commutation, c'est le mécanisme visuel principal de l'animisme, puisque, au fond, l'expérience la plus fondamentale de l'animisme, c'est la métamorphose. Et la métamorphose, c'est quoi? C'est le basculement de la perspective
lorsque l'on est en interaction avec un être, on va voir en général son apparence physique, mais on peut basculer dans sa perspective interne, si je puis dire, c'est-à-dire voir son intériorité, et à ce moment-là, on va le voir comme un humain. Et il y a de très nombreux récits dans toute l'ère animiste, que ce soit en Amazonie ou en Sibérie, etc., dans lesquels des chasseurs, par exemple, perdent la raison, tout simplement, parce qu'ils basculent dans le point de vue des animaux avec lesquels ils ont eu l'illusion à un moment d'avoir un rapport d'humain à humain. Et ils deviennent eux-mêmes animaux d'une certaine façon. Et donc la commutation, elle peut se faire de la même façon qu'avec l'illusion visuelle canard-lapin, que vous connaissez, et dans lequel, quand on voit le canard, on voit plus le lapin, et quand on voit le lapin, on voit plus le canard. Si vous vous fixez sur un des côtés, tout d'un coup, vous rentrez au fond dans le renard comme animal, et puis vous fixez de l'autre côté, vous rentrez dans sa intériorité, parce que le renard se voit lui-même comme un humain, c'est ça. Et donc il cherche à vous entraîner dans son illusion. Donc c'est plus compliqué que Spider-Man. Prochaine. Alors, ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'elle vient d'une toute autre région du monde, mais qu'elle est fondée sur le même principe de la commutation visuelle. Elle vient des métis secs de Malaisie, donc une population autochtone non malaise de Malaisie. C'est un mas de chaman. La partie droite, c'est une face de tigre. La partie gauche, c'est la partie humaine, en somme, de l'esprit, de cet esprit animal. C'est le plus puissant auxiliaire, en somme, de ce chaman. Et le même principe de basculement fonctionne ici, et c'est des sociétés, évidemment, qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres de distance et qui n'ont eu aucun rapport. Donc c'est le même principe de commutation visuelle qui est à l'œuvre dans les deux cas. Et je dois dire que lorsque j'ai trouvé ce match, j'étais très heureux parce que ça donne, au fond, c'est une sorte de vérification expérimentale d'une hypothèse. Le prochain Alors on peut faire ça aussi avec des corps humains, de façon assez simple. Là, ce sont des jeunes garçons quacute d'une société secrète et ils portent sur le corps soit une image de l'ours qui est bizarrement décomposée et de la grenouille aussi, mais qu'on arrive à recomposer si on se les imagine dans la position lorsqu'ils dansent, en plus dans une semi-pénombre, qu'on arrive à recomposer du fait de leurs mouvements et de l'adéquation entre leurs mouvements et de ce qu'ils laissent transparaître de l'image de l'animal qu'ils portent sur le corps. Et en même temps, on voit bien que ce sont des humains. Donc c'est ce basculement est constant. C'est on bascule entre, oui, c'est deux garçons qui dansent, l'un comme un ours, l'autre comme une grenouille. Mais en même temps, à certains moments, ils sautent comme une grenouille ou qu'ils marchent comme un ours, tout d'un coup, on a la présence fugace de l'ours ou de la grenouille. La prochaine image. Même chose ici, là aussi on est très loin de l'image précédente, puisqu'on est en Nouvelle-Guinée, dans les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, la région du Mont Bozavi. Le personnage à gauche porte un costume de cérémonie qui est rempli d'indices, au fond, sur son statut social, qui il est, ce qu'il a fait dans la vie, etc. Il porte sur son corps, en fait, tous les indices de sa position sociale. Mais ces costumes sont aussi employés dans un rituel important, puisque pour les Kaloulis, c'est très commun dans toute cette région de Nouvelle-Guinée, les morts deviennent des oiseaux. Et donc, ils ont un rapport très particulier avec les oiseaux, qui sont en fait l'incorporation des ancêtres, des âmes des ancêtres. Et donc, ils ont un rituel dans lequel
la présence de l'homme-oiseau est fondamentale. Et Stephen Feld, qui a pris la photo, ces deux photos, qui est le grand ethnologue qui a travaillé chez les Kaloulis pendant des années, raconte que l'un de ses amis Kaloulis lui disait tu es au milieu de la nuit, tu t'endors, tu es un peu fatigué, tu as les yeux qui clignotent, parce que c'est des rituels qui durent très très longtemps. Et tout d'un coup, et il y a les hommes qui dansent comme ça. Vous voyez que en fait, les brassards sont mobiles. Et donc, les ailes battent sur les côtés. Et tout d'un coup, lui dit son ami Kalouli, tu vois l'homme en forme d'oiseau. Oui, bien sûr. Tout d'un coup, il est là. Il est là. Donc, encore un processus de métamorphose fondé sur le travail du corps. Prochaine image. Alors, c'est encore plus simple. Et c'est pour ça que Spider-Man, c'est pas Spider-Man. Si on part du principe que en Amazonie, mais aussi dans d'autres régions de l'archipel animiste, les animaux se voient comme des humains. S'ils se voient comme des humains, ils ne peuvent se distinguer entre eux que par des signes distinctifs. Et ces signes distinctifs, ce sont des peintures corporelles. Donc de la même façon que les humains se distinguent entre eux par groupes tribaux, par des peintures corporelles, qui sont autant de différences d'espèces d'une certaine façon, eh bien les animaux se distinguent entre eux par leur peinture corporelle qui porte sur leur corps qu'ils voient comme humains. Et donc lorsque un chaman va rendre visite à une communauté animale pour essayer de guérir un membre de sa communauté, parce que les animaux sont la principale source des maladies dans tout l'archipel animiste. Pourquoi ? Parce que lorsque vous mangez un animal, vous ne pouvez pas faire autrement que de manger des lambeaux de sa subjectivité. Il a une intériorité, il a une âme, etc. Donc il y a des rituels pour les décontaminer en quelque sorte, ou pour désubjectiver la viande. Il y a toujours des morceaux de subjectivité qui restent attachés. Et ces morceaux de subjectivité, ça vous rend malade. Ça peut vous faire mourir aussi. Et donc, il faut aller auprès du maître des animaux, etc., pour plaider en faveur d'un malade. Et on le fait en mettant sur son corps les signes au moyen duquel les animaux se reconnaissent entre eux. Voilà. Donc, c'est pas de l'imitation au sens classique du terme. Prochaine. Alors là, on passe dans le naturalisme, les premières images naturalistes. On voit la différence. La différence, c'est effectivement l'émulation du monde tel qu'on le voit, avec tous ses détails. Ça, c'est une miniature des très riches heures du duc de Berry. Et c'est pour la première fois, pratiquement, en Europe, on représente les choses telles qu'elles se sont passées à une certaine époque, les activités du mois d'octobre, avec tous les détails, vous voyez, les traces de pas laissées par le semeur sur la droite, sur le sillon, les oiseaux qui picorent les graines, l'épouvantail derrière, les lanières de la couverture du cheval qui sont destinées à éloigner les mouches. Enfin, ces détails, ces précisions-là étaient inconnus auparavant. Donc ce qui compte, c'est de montrer le monde tel qu'il est, y compris d'ailleurs le château du Louvre tel qu'il était à l'époque. Alors ça se voit très bien dans un grand peintre flamand, Robert Campin. Là, c'est une annonciation, puisque, au fond, les deux aspects sur lesquels j'avais insisté du naturalisme, c'est-à-dire l'intériorité, la peinture de l'âme, se voit dans le soin apporté à dépeindre le regard, les attitudes,
les expressions du visage, qui est très caractéristique dans ce portrait des deux donateurs. Le panneau central de l'Annonciation a été supprimé pour montrer qu'au fond, ce qui intéressait Campin, c'était au moins autant que l'Annonciation, et peut-être plus, c'était ces deux panneaux latéraux. Et le deuxième panneau latéral, c'est Saint-Joseph, en train de faire son métier de menuisier. Et la précision des instruments, il y a un poinçon sur la doloire, il est en train de faire. Les historiens de l'art ont discuté pour savoir s'il était en train de faire une boîte à appât ou bien une chaufferette. En fait, on l'a appelé longtemps, on ne connaissait pas très bien Campin, on l'appelait le maître à la souricière, parce que effectivement, Saint-Joseph faisait souvent des souricières. Donc on dépeint là une chaîne opératoire, on dépeint un monde familier, hein, les clenches qui retiennent des volets, etc. On n'avait jamais peint ça avant. Donc c'est une révolution hein, qui se produit à ce moment-là et qui vise à reproduire le monde tel qu'il est perçu par la vision humaine dans toute sa diversité, dans toute sa vraisemblance à l'intérieur d'un espace coextensif. Alors là, c'est une des grandes réussites de cette période. Hein, c'est Van Eyck. On le voit dans l'art du portrait hein, du chancelier Rollin, qui est un Premier ministre. La profondeur du regard, c'est pas simplement le mimétisme photographique, c'est la capacité expressive du regard est extraordinaire. Et puis surtout surtout aussi dans cet extraordinaire paysage qui se développe à l'arrière-fond, où quand on le regarde de près, il y a une multitude de choses à regarder. C'est un tableau très compliqué parce qu'en fait c'est une vision qu'il a. La Vierge n'est pas présente dans le tableau. Et c'est donc une projection de ce qu'il observe qui est figuré. Oui. Alors là, on passe dans un autre registre, c'est celui de la figuration totémique. J'expliquais tout à l'heure que le totem, c'est un prototype qui a transmis ou a laissé dans un site des capacités d'individuation qui vont être transmises dans des humains et des non-humains. Comment montrer que ce totem est quelque chose qui structure au fond le monde et l'ordre social? Eh bien, les Kounouishkou ont fait ça en adoptant une technique qu'on appelle la technique du rayon X, qu'on a appelée la technique du rayon X, c'est-à-dire en figurant ces animaux totémiques, qui ne sont pas vraiment des animaux, mais c'est le nom, on va donner à ce prototype le nom d'un animal. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, mais ces idées qui ont beaucoup perturbé tous les grands esprits, on le disait tout à l'heure, au début du XXe siècle, que ce soit Freud, que ce soit Roheim, que ce soit Durkheim précisément, etc., et qui comprenaient mal comment on pouvait dire qu'on descend d'un animal. Ce n'était pas un animal, c'était un prototype qui portait un nom d'animal, parce que cet animal incarnait au mieux les qualités du prototype. Donc en l'occurrence, disons que c'est un kangourou, et le kangourou incarne dans son corps, c'est une structure incorporée, si je puis dire, c'est-à-dire il incarne tous les éléments constitutifs du groupe totémique, figurés sous la forme des organes et du squelette. Et pour montrer ici l'homologie qu'il y a entre humain et totem, on a figuré les deux êtres debout l'un à côté de l'autre, de façon à souligner leur identité de structure, d'une certaine façon. Bon, c'est un autre
Alors, on appelle ça aussi maintenant l'être du rêve, parce que totem est mal considéré dans la littérature ethnographique, donc on appelle ça les êtres du rêve. Enfin, c'est à peu près la même chose. Et au fond, ces totems, ils ne sont pas dans il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas d'interaction avec d'autres êtres, ils ne sont pas dans un paysage. Ils portent en eux la totalité des potentialités du monde. Et là, ça se voit, par exemple, par le fait que les organes, que ce soit les poumons, par exemple, les testicules, ce sont des objets rituels. Donc, il inclut dans son corps le développement rituel qui permet au groupe totémique d'être ce qu'il est. Alors, il y a une autre façon de représenter, en Australie en tout cas, les êtres totémiques, c'est de représenter les traces qu'ils ont laissées. Et les traces qu'ils ont laissées, elles sont tout à fait identifiables. Ce sont des empreintes de kangourous, d'opossums, de serpents, etc. Autre image. Alors, on dessinait jadis, et toujours d'ailleurs, puisque c'est une photo contemporaine, lorsqu'on rapportait les récits étiologiques, se rapportant à cette période qu'on appelle le temps du rêve, où les prototypes totémiques étaient sortis de terre et s'étaient lancés dans des pérégrinations, avaient connu toutes sortes de péripéties, s'étaient affrontés, avaient fait l'amour, avaient mangé, etc. On dessine les traces de ces événements quand on les rapporte dans le sable ou dans la terre avec des signes qui sont les mêmes signes que ceux qu'on a vus auparavant et qui, image suivante, sont maintenant transposés dans des peintures qui sont assez qui ont beaucoup de succès sur le marché de l'art international, qui ont commencé dans les années 1970 en Australie centrale, mais où on voit les mêmes signes. Vous voyez, c'est des empreintes, c'est des traces sinusoïdales parce qu'il y a un serpent, c'est des cercles, ça veut dire ce sont des camps d'où on s'est arrêté, etc., etc. Donc, en fait, ce sont des sortes de cartographies d'un monde en devenir laissé par les totems. Donc, vous voyez que, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du point de vue de la construction visuelle, par exemple, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a vu auparavant. C'est des choix qui sont très différents, mais qui sont également porteurs d'informations extrêmement précises. Prochaine image. Alors, les images analogistes, elles ont ceci de complexe que je vous rappelle, les ontologies analogistes, au fond, c'est ces ontologies dans lesquelles tous les éléments du monde sont différents. Et il faut trouver des connexions entre eux. Donc les images analogistes, c'est pratiquement toujours des images de réseau. Mais si j'ai pris celle-là, c'est pour effectivement montrer qu'une image analogiste, c'est un ensemble, et pas ce qui constitue cet ensemble. Donc ça, c'est une messa rituelle andine, messa rituel, c'est un dispositif de guérison absolument caractéristique qu'on trouve dans toute la zone andine, mais aussi au Mexique. Et ici, donc, ce sont des objets tout à fait disparates, comme vous pouvez le voir, qui vont de bâtons, de commandements. Il y a des épées, il y a des statuettes précolombiennes, il y a un crucifix, il y a des petites statuettes religieuses, il y a des pots de parfum. C'est un vrai bric-à-brac. Hein. Et ce bric-à-brac, en fait, il faut l'imaginer comme une sorte de circuit intégré sur lequel le guérisseur va tracer, comme on fait sur un circuit intégré pour
donc fixer un circuit électrique, va tracer un chemin en fonction de l'affection, de l'affliction qu'il doit guérir chez son patient, et en fonction aussi de son propre parcours. Autrement dit, c'est une sorte de vaste table de commande, c'est une sorte d'orgue sur lequel on peut jouer pour définir des trajets différents. Et donc ça, c'est une typique image analogique, c'est-à-dire c'est une typique image de réseau dont on peut modifier les parcours au fil du temps. Les images analogiques, c'est aussi des chimères, par exemple. Les chimères, c'est-à-dire des êtres qui sont composés d'éléments disparates, mais, et qui donc donnent cette idée du côté hétéroclite du monde, mais qui sont unis par un élément qui est la forme physique qui résulte de leur composition, et forme physique qui a, la plupart du temps, donne les illusions, au fond, de l'autonomie. C'est un être qui a des ailes, qui marche, etc., etc. Dans certains cas, même, qui est réputé avoir une existence réelle. Je crois qu'il y a une dernière image. Non, c'est l'avant-dernière. Oui, là aussi, c'est une image analogique, c'est-à-dire c'est une image dans laquelle elle est très connue. Il y avait des copies de cette en plâtre dans les ateliers d'artistes. Il y en avait, Picasso en avait une. Cet être porte sur lui des manifestations de lui-même à d'autres échelles. Et donc là aussi, c'est un réseau. C'est-à-dire sous la forme condensée de ce petit personnage un peu replet, qui a l'air satisfait, là, avec les mains sur le bidon, en fait, c'est lui-même reproduit à différentes échelles, et qui jadis, d'ailleurs, ces petits personnages étaient aussi dans son dos, dans une niche qui était creusée dans son dos. Malheureusement, les missionnaires des missions de Londres les ont brûlés. Mais ils ont quand même eu la préscience la bonne idée de ne pas brûler la statue, de la ramener au British Museum. Dernière image, je crois. Alors oui, là, c'est un caractéristique aussi des images analogiques, c'est les motifs en fractal, c'est-à-dire la répétition à différentes échelles, emboîtée d'un même motif, qui attire l'attention précisément sur le fait que des choses qui sont diverses, parce qu'elles sont à des échelles différentes, sont en réalité structurées, parce qu'elles sont en continuité, mais à différents niveaux. Et donc on a ici des objets Huichol qui sont caractéristiques de ce modèle, mais ça se trouve aussi dans les plans de village, dans certains plans de village en Afrique, des choses comme ça. Voilà, c'est quelques exemples en somme d'images qui montrent à quel point il faut, et c'est l'objectif au fond de ce livre, il faut décoloniser notre regard, décentrer notre regard lorsqu'il s'agit d'aborder les images pour tenter de comprendre ce que d'autres civilisations ont tenté de figurer, se sont efforcés de figurer, et qui diffèrent de ce que nous sommes efforcés de figurer. Merci. Merci beaucoup. Je fasse Monsieur Loyal. On a 10 minutes. Est-ce que, soit vous pouvez choisir de répondre à la question que j'avais posée au départ, juste avant mais en fait, c'est pas forcément nécessaire. Je préfère donner la priorité à des spectateurs s'ils veulent intervenir ou vous poser des questions. Tel un individu discipliné, vous levez le doigt. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Hein. Si vous n'avez pas de questions, il pourra répondre à ma question. Allez. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était incroyable et très dure à processer pour le moment. J'aurais une question. À votre sens, dans quelle mesure est-ce que ça repense totalement la version très occidentale qu'on aurait du musée et principalement du Quai Branly, qui est un endroit
avec lequel les anthropologues ont une histoire très particulière et très tendue. Dans quelle mesure vous pensez armé de tout ce travail que vous avez fait, il faudrait le repenser d'une autre façon pour qu'on puisse, comme vous l'avez très bien dit, décoloniser notre regard sur la façon dont d'autres peuples ont figuré les choses. Merci. Alors j'ai fait une exposition au musée du Quai Branly il y a une dizaine d'années qui était une sorte de préfiguration de ce travail. Et c'était une exposition expérimentale dans laquelle je montrais certaines images de façon à tenter de faire percevoir par un public qui n'était pas familier de ces images les contrastes qui existaient entre elles. Et j'avais été amené à adopter des moyens d'exposition qui tranchent un peu sur ceux qui sont habituels. Par exemple, dans la section animiste, j'avais mis des masques, en effet, parce que je ne pouvais pas les faire porter par des danseurs dans l'espace du Quai Branly, dans des niches, mais ces niches étaient suspendues dans un mur de toile transparent avec une lumière qui est variée de façon aléatoire derrière. Et donc on avait un sentiment de malaise, pas vraiment de malaise, mais on sentait qu'il se passait quelque chose, mais sur lequel on n'arrivait pas à mettre le doigt parce que les variations étaient très faibles. Et c'est le sentiment que je voulais donner. C'est-à-dire que l'animisme, c'est quoi? C'est l'expérience d'une présence dont on a une appréhension sensible, mais incomplète. Hein, on entend un bruit et on voit rien. On voit un tourbillon dans la rivière alors qu'il ne devrait pas y avoir de tourbillon à ce moment-là. On sent un souffle chaud sur la figure, etc., etc. Et toutes ces expériences sensibles sont, bien sûr, ensuite transformées par le discours et par ceux qui les ont subis en fonction de ce qu'ils ont entendu quand ils étaient enfants, etc. Donc ils apprennent, de même qu'un ingénieur du CERN va apprendre à détecter des bosons de Higgs avec un accélérateur de particules. De même, un Achuar ou un Amérindien va apprendre à détecter des présences d'esprit en fonction de ces signes. Et donc j'ai essayé de reproduire ces choses-là, mais c'est évidemment très difficile. De la même façon, pour l'exposition, il y avait dans le casque pour les informations des bruits à peine audible de pas crissant dans la neige, qui est un phénomène tout à fait classique de la manifestation de présence d'esprit dans le monde circumarctique. Quand soit la nuit, soit quand il y a de la brume, on entend des choses, mais on ne les voit pas. Et alors, ce que vous dites pose un problème considérable, parce qu'il n'y a aucun musée dans le monde qui est capable de faire ça. Ça voudrait dire pour chaque objet, et on pourrait le faire à des échelles réduites, montrer d'abord sa biographie. Prenons un masque Inuit, par exemple, enfin pas Inuit, Yupik, comme ceux que j'ai montrés au début. Il faudrait montrer dans quelles circonstances ce masque était au départ utilisé. Donc reconstituer, au fond, les cérémonies au sein desquelles les esprits animaux étaient accueillis dans la maison commune. Mais pour ça, il faut payer de sa personne. Hein. Il faut la lumière, l'odeur, le froid, le chaud, le sol qui vibre sous les pas, etc., etc. Donc c'est pas facile à reconstituer. On peut présenter ça dans un film, bien sûr. Mais après, cet objet, il a été acheté par un missionnaire, par un collecteur, etc., ou par simplement un trafiquant de bois, et il va aboutir quelque part. Et puis ensuite, donc tout le circuit, au fond, des vies successives de cet objet est significatif, parce que dans ces vies successives, cet objet a aussi une puissance d'agir, mais une puissance d'agir différente. Alors, il devient un objet marchand, etc., etc. Donc il faudrait pouvoir faire ça pour tous les objets d'un musée, mais personne n'a fait ça, même pour les musées des Beaux-Arts, parce que c'est un peu la même chose. Donc c'est un problème général de muséographie
qui se pose évidemment en premier lieu pour les musées dits d'ethnographie, mais qui se poserait en fait de façon plus générale pour la plupart des grands musées. On a reproché au musée du Quai Branly que les cartels n'étaient pas assez explicites, mais quand vous allez dans la section des peintures médiévales d'un musée des Beaux-Arts, si vous n'êtes pas un expert en histoire religieuse et en histoire de la peinture, vous nagez un peu aussi, parce que les cartels sont squelettiques. C'est la même chose. Donc c'est un problème général de la muséographie qui a fait un choix. Je ne connais pas de musée scientifique. On a reproché au musée du Quai Branly d'être un musée esthétique par rapport au musée de l'Homme, qui aurait été un musée scientifique. Le musée de l'Homme n'était pas plus un musée scientifique que n'importe quel autre musée d'ethnographie. Simplement, il avait adopté le classement en aires culturelles, ce que je disais tout à l'heure, qui a été celui de la plupart des grands musées, adopté par la plupart des grands musées à partir du début du XXe siècle. C'est-à-dire, au fond, montrer dans des vitrines et quelquefois dans des dioramas la pertinence d'une culture et d'association entre des cultures dans un espace géographique. Mais il y a d'autres musées qui avaient adopté d'autres choix. Le seul qui subsiste, qui est très intéressant, c'est le musée Pitt Rivers à Oxford, qui lui est un musée fondé sur les identités de forme. C'est un musée très original et qui met et quelquefois les identités de fonction aussi. Et donc qui regroupe des choses qui sont très très différentes du fait de leur similitude de forme. Donc les possibilités de muséographie sont multiples, mais elles ne sont pas exploitées parce qu'il n'y a ni les moyens, ni probablement l'imagination pour le faire. Mais surtout les moyens, je pense. Question. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué le rêve dans le régime animiste comme mode de communication avec les esprits. Moi, j'ai lu que les 100 premières pages de votre livre, pour l'instant. Donc, ça m'a beaucoup permis de bien suivre ce que vous racontiez. Mais est-ce que dans la suite de votre livre, ou est-ce que par ailleurs, vous êtes intéressé à ce mode de figuration qu'est le rêve dans ces 4 régimes, puisque par exemple dans notre régime naturaliste, on va dire, ça serait la lecture freudienne du rêve, là, comme écriture finalement, et presque comme pointe de cette façon de prendre les images comme des icônes, comme des signes, qui prévaut. Mais est-ce que vous êtes intéressé au rêve, à ce mode de figuration dans les 4 régimes? Non, je ne me suis pas intéressé au rêve dans les 4 modes de figuration. J'aurais pu le faire, en particulier pour ce qu'on appelle le temps du rêve en Australie. Mais la question que vous posez est très importante, en effet, parce que la figuration en 2 dimensions dans le monde animiste est pratiquement inexistante. Elle est le fait de demandes qui sont faites par les ethnologues à des chamans en particulier de faire des catalogues d'esprits. Hein. Et donc ils dessinent les esprits et quelquefois il y a des dizaines, chez les Wauja du Brésil central, mon collègue Aristoteles Barcelos Netzo a montré qu'il y avait beaucoup plus d'esprits que de Wauja, que d'humains. Et donc, on a, grâce à ça, un grand catalogue. Mais le problème, c'est qu'ils sont limités par les techniques, au fond, qu'ils ont pu observer chez les ethnologues qui leur donnent le papier et les crayons, et qui n'arrivent pas à montrer le caractère polyperspectiviste
des esprits, c'est-à-dire à les représenter sous leurs différentes facettes. Et c'est pour ça que les corps ornés, les corps masqués, les costumes rituels qu'on a vus tout à l'heure sont extrêmement utiles pour les rendre présents et en fait beaucoup plus efficaces que la figuration en 2 dimensions. Et il en va de même pour les rêves. Les rêves ne sont pas figurés en 2 dimensions, mais ils sont racontés, ou les visions, hein, c'est la même chose. Elles sont... Et depuis quelques années, il y a une tradition qui s'est développée, d'ailleurs plutôt chez des peintres métis en Amazonie péruvienne, de figurer des visions d'ayahuasca, donc un hallucinogène qui est utilisé de façon très courante dans cette région, et qui sont, au fond, je trouve, des figurations un peu banales, parce que elles sont comment dire, c'est un peu des chromos, alors que la capacité qu'a, dans certains cas, le discours de figurer des choses extrêmement complexes est beaucoup plus grande que la figuration de dimension. C'est le cas notamment pour les séances chamaniques. Quand dans la nuit, dans une maison juste éclairée par la lueur des feux, un chaman convoque l'ensemble de ses esprits auxiliaires, il alterne entre ce qu'il dit lui comme chaman et ce que ses esprits auxiliaires vont dire. Et donc il fait vivre en lui et autour de lui toute une cohorte d'esprits avec une vivacité qu'une figuration en 2 dimensions a beaucoup plus de mal à produire, y compris avec les bruits spécifiques de chaque espèce, les sons, etc. etc. Donc effectivement, on n'a pas beaucoup de peinture onirique de ce point de vue-là. Et peut-être qu'on se satisfait de ses propres rêves de cette façon. Bonsoir. Il y a des pratiques d'artialisation du monde comme l'architecture ou le paysage qui reposent sur une relation privilégiée à la vision et aux représentations qui ont une agentivité et une normativité, puisque ce sont des documents souvent prescriptifs, et qui nous ont conduits à, bien sûr, établir des lignes de partage entre nature et culture, entre le monde humain et non humain, entre des types de nature en fonction des manières de les transformer. C'est très présent dans les pratiques du paysage, avec les effets qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a toute une réflexion sur l'urbanisme plus écologique, mais qui ne repose pas sur les images, qui ne porte pas sur la production des images. Est-ce que les autres ontologies, une meilleure compréhension de ces ontologies et des images qui leur sont associées, pourraient nous aider à transformer nos pratiques de projet? Ça, c'est une question difficile et qui vient à l'évidence d'un praticien. Je ne saurais pas vous répondre, mais je pense que se plonger dans la façon dont d'autres rendent visible ce qu'ils voient permet de décentrer le regard, qui est quand même l'un des grands mérites de l'anthropologie, et de décoloniser la pensée et d'amener peut-être à voir avec des yeux nouveaux des choses qu'on voyait auparavant avec des œillères. Alors, ce que vous appelez l'artialisation, oui, bien sûr. Alors, on peut penser au land art, des choses comme ça. Mais moi, je pense à des créations, à des installations. J'étais, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, à la Fondation Luma à Arles,
où il y a une installation de Pierre Huyghe que j'ai trouvée extrêmement intéressante, parce que, au fond, ce que fait Pierre Huyghe dans cette installation, mais dans d'autres aussi, c'est de créer un monde nouveau, avec des connexions entre des images qui sont obtenues par intelligence artificielle, connectées à des déclencheurs qui sont c'est un dispositif assez complexe de cellules cancéreuses, une souche de cellules cancéreuses qui se divise et qui active certaines de ces images et les sélectionne. Donc c'est un dispositif qui mêle des images, des actions humaines, des non-humains, des artefacts, des machines, etc., d'une façon complètement nouvelle. Et je pense que peut-être, au fond, l'anthropologie, peut-être pour répondre à la question politique, l'anthropologie n'a pas de leçons à donner, mais elle a des stimulations intellectuelles peut-être à offrir. C'est-à-dire que les exemples d'imagination, de vie collective en grandeur réelle, c'est ça que je disais quand je disais que je préfère les expériences de vie aux expériences de pensée, que les anthropologues rapportent de leur séjour sur le terrain, sont autant de stimulations pour penser des mondes nouveaux, pour sortir du nôtre, dont moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas toujours très satisfaisant, et pour imaginer des futurs qui soient moins dévastateurs, qui soient plus accueillants, non seulement aux non-humains, mais aussi à une foule d'humains qui sont tenus en lisière et en marge, etc. Et donc, nous ne sommes pas des prophètes, surtout pas, nous ne voulons pas proposer, en somme, à partir d'exemples historiques, des transpositions qui sont évidemment impossibles. Néanmoins, l'habitude que nous avons de réfléchir sur des formes de vie extrêmement différentes de la nôtre, et donc sur des formes de figuration extrêmement différentes de la nôtre, peut être un ressort pour échapper à ce que François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire l'idée qu'on est englué dans un présent continu qui ne va jamais finir et qui aura toujours le même visage, qui est un cauchemar, en fait. Voilà, c'est tout. C'est peu, mais c'est déjà un peu. Bien, ce sera le mot de la fin. Philippe Amdescola, merci beaucoup pour cette présentation. Je rappelle votre livre, Les formes du visible, aux éditions du Seuil. Merci encore au Plateau Sauvage pour cet accueil chaleureux. Dernier point, le libraire est un commerçant, ne l'oubliez jamais. Et donc, Philippe Descola, qui a la gentillesse de rester, un espace librairie et donc de dédicace sera à votre disposition. Mélanie prend le relais. Oui. Bonsoir, l'espace librairie a été déplacé. Il n'est pas juste à la sortie de la salle, il est en... Alors moi, je ne connais pas très bien le plateau. Dans le hall du bar. Ah voilà, très bien. À côté du bar, c'est mieux. C'est une très bonne idée, ça, vous voyez. Exactement, ça va être beaucoup plus convivial. Merci. Merci à vous. Merci encore.